Alors, on va partager un sujet, c'est un sujet très, très, très profond. Le sujet général, c'est comment gérer les midot, les traits de caractère, par rapport aux mitzvot, comment les mitzvot et les midot interagissent. Ça ressemble les mots midot, mitzvot, oui. Une mitzvah, c'est un commandement, les commandements divins pour nous, en l'occurrence ce soir. Et les midot, c'est des mesures. Des mesures, et en fait, c'est les traits de caractère. En français, c'est un trait. Vous voyez, c'est un peu plat, hein, je veux dire. Non, j'avais pas pensé avant, mais c'est vrai que c'est trait de caractère. Pourquoi ? Parce que les mesures, les traits de caractère, c'est une question de mesure. On va voir, c'est un peu comme dans une cuisine, dans un plat, un tavchil, oui. Si il faut du sel, il faut du poivre, il faut des pommes de terre, des haricots, de la viande, etc. Je fais une recette d'affinage. Enfin là, c'est plutôt tchoulan parce qu'il n'y a pas le blé, le truc. Donc, dans la recette, il y a des quantités. C'est un plat sans sel, c'est chletz, c'est walou, d'accord ? Un plat sans viande, c'est chlet aussi, sauf pour les véganes. Qui est végane ? Mais elle n'est pas là. Mais voilà. Mais s'il y a trop de sel ou s'il n'y a pas assez de viande, voilà, c'est bon. Voilà. Vous allez me dire après, c'est quoi le pire ? Trop de sel ou pas assez de viande ? Bon, c'est tombé au bac là en philosophie, je crois, ce sujet. C'est un gros sujet. Voilà. Et donc c'est pour ça qu'on appelle les traits de caractère des midot, parce que c'est une question de mesure, d'accord ? Et pour aborder ce sujet, on va parler d'un cas pratique, si je puis dire. Alors c'est vraiment une des choses les plus incompréhensibles de l'histoire de la Torah et du peuple juif, qui est dans cette paracha évidemment, c'est pour ça qu'on en parle, qui est le fait que Moshe Rabbeinu va avoir une révélation. Alors je vais être droit au but, hein, je ne refais pas tout le overground, je sais pas, le contexte. Hein? The background. The back, c'est ok. Donc, je fais pas tout le background. On va droit au but, parce qu'il y a beaucoup de choses à dire. On a au moins pour 2 heures, donc j'espère que vous n'avez pas faim. Mais Moshe Rabbeinu a une révélation. Hachem lui parle dans le sné, le buisson ardent, le buisson qui brûle mais ne se consume pas. Il lui parle, il discute, d'accord? Et Hachem lui dit quelque chose de merveilleux. Moshe Rabbeinu, si on peut dire, a attendu ça toute sa vie. Moshe Rabbeinu, c'était le prince d'Égypte. Il était sur les genoux de Pharaon. C'était le préféré de Pharaon. Il serait devenu le roi d'Égypte, la première puissance mondiale à l'époque. Sa carrière était toute tracée, comme diraient certains. Et pour venir en aide à ses corélégionnaires, parce qu'il sait qu'il est hébreu, d'accord, il le sait, hein, je ne vais pas raconter pourquoi, il le sait, eh bien il va risquer sa vie et devoir s'enfuir pour être exilé pendant 60 ans comme ça. Il doit être exilé, il va revenir à l'âge de 80 ans si je ne me trompe pas, parce qu'il a voulu aider ses corélégionnaires, et donc il a dû se sauver pour ne pas se faire couper la tête par Pharaon. Ok, donc c'est très résumé. Hein. Et là, il est chez Yitro, d'accord, il est berger, et là Hachem lui dit, je t'ai choisi, tu vas aller sauver le clan d'Israël. Il n'y a pas plus beau, magnifique, ça s'appelle le Goël, c'est le libérateur de tout le clan Israël. Et là, Moshe Rabbeinu, qui devrait donc être, si on peut dire, transporté de joie de faire cette mitzvah-là. En plus, nous on a des mitzvot, on a des commandements, mais on les voit dans les livres, on les apprend, mais on n'a pas entendu Hachem comme ça en direct, oui. Là, il entend la voix directement qui lui dit, qui lui parle, oui. Et pour faire quoi ? Pour sauver, pas une personne. Déjà, on sait que pour sauver une personne, ça repousse même Shabbat. Vous savez, quelqu'un a besoin, hop, il faut y aller. Et là, ça repousse tout. C'est pour sauver tout le clan d'Israël, tout le peuple, qui va donner ensuite toute l'histoire de l'humanité. Et là, Moshe Rabbeinu, évidemment, à peine Hachem lui donne l'ordre, qu'est-ce qu'il fait ? Il dit oui, bien sûr, il fonce. Oui ? Non. D'accord, je vois des têtes qui font non. Non, il dit non. Il dit à Hachem non. Faut être fort. Il dit je peux pas Hachem. Je peux pas. Alors il y a plusieurs arguments. Il y a 3 arguments très connus. On va pas tous les faire. L'argument principal qui est retenu, qui est transmis, c'est qu'il veut pas porter
préjudice, on va dire, être pogéa dans le kavod de Aaron. Vous avez compris en hébreu, pogéa. Sentez que ça, pogéa. Sentez que ça, il veut pas porter atteinte à l'honneur de son grand frère Aaron. Parce qu'Aaron, c'est lui le leader du peuple juif depuis 80 ans. Pendant que Moshe Rabbeinu a dû s'enfuir, c'est son grand frère qui prophétisait et qui dirigeait le peuple. Et là, d'un seul coup, lui, il va arriver et va prendre la place de leader. Et donc, il dit, moi, je peux pas, Hachem, je peux pas faire ça. Le respect du grand frère. Alors, dire, attends, excuse-moi. C'est qui donne, c'est qui fait la loi ici? C'est Akadosh Baruch Hu. Je dis, Hachem, il te dit, vas-y. Et combien de temps Moshe Rabbeinu, il va tenir tête à Hachem? Une demi-heure serait pas mal déjà. Une demi-heure. Pendant une demi-heure, vous imaginez? 1 heure, 2 heures, 3 heures, 4 heures, c'est pas possible. Pendant 4 heures, non, oui, devant Hachem, oui. 1 semaine. Ah, il y a un silence. 7 jours. Pendant 7 jours, il lâche pas. Et à la fin, Hachem lui dit, écoute, c'est dommage, on perd du temps là. Alors justement, c'est la question. Pourquoi Hachem il n'a pas dit tout de suite? Tout ce que je vous dis, c'est le Sifte Chaim, hein, ne vous inquiétez pas, c'est pas de la cuisine. Hein, voilà. Et donc, Hachem lui dit, ne t'inquiète pas, non seulement ton frère Aaron ne va pas souffrir de ça, il va pas même l'accepter, il va pas être jaloux, il va se réjouir de tout son cœur. Il va se réjouir dans son cœur. Pas genre réjouir. Bien sûr, merci. Mazal tov. Il va se réjouir dans son cœur, Bélibo. D'accord? Et là, Moshe Rabbeinu, il dit, bon, alors ok, j'y vais. Mais alors pourquoi Hachem ne l'a pas dit tout de suite? Eh bien, c'est la raison de toutes les nisyonotes, de toutes les épreuves, comme Avram Avinu, les 10 épreuves, comme nous aussi, toutes les épreuves qu'on a dans la vie, qui sont là, alors pas pour nous tester, parce que le mot en français tester, bon ça c'est un sujet à part, je le dis juste en une phrase, c'est pas pour tester, parce que c'est pour tester, c'est genre, je sais pas s'il est capable, je vais le tester, je vais voir s'il est capable, d'accord? I just want to see if he is... Bon, non, c'est bon, j'arrête. J'ai tenté. Donc, c'est parce qu'en fait, l'épreuve, ça nous permet de passer du potentiel au réel, d'accord? Donc, c'est nous, ça qui nous construit. Nous, on a l'impression, si j'ai réussi, c'est que j'étais capable. Si j'étais capable, j'étais aussi capable avant, puisque je l'ai fait. Donc, à quoi ça servait de me tester? À quoi ça me servait de me faire une épreuve, puisque je l'ai remporté? Non, c'est pas comme ça que ça marche, voilà, mais c'est un sujet en soi-même. Et donc, Hachem va le tester 7 jours, parce que 7 jours, c'est la shlemut, c'est... Voilà, bref, je ne vais pas trop développer ça. C'est entièrement, c'est-à-dire qu'il a testé jusqu'au bout du bout. S'il avait testé que 3 jours ou 4 jours, il n'y aurait pas eu toutes les facettes de ça. D'accord? C'est des choses après qu'on ne va pas rentrer dans le détail, mais 7 jours, ça veut dire qu'il l'a testé 100%. 100%, et Moshe Rabbeinu n'a rien lâché. Non, j'ai les midot. Donc là, c'est midot contre mitzvot. La mida, le trait de caractère, c'est de ne pas porter préjudice à quelqu'un, au grand frère, à celui qui est le leader, je ne veux pas prendre sa place, etc., etc. Et de l'autre côté, il y a la mitzvah, il n'y a pas plus grande mitzvah au monde. Hachem, direct, sauver tout le peuple juif. Bon, on peut pas faire mieux en mitzvah, hein, c'est le maximum, il n'y a pas au-dessus, ok? Et donc on voit que si la Torah nous raconte tout ça, c'est pour nous dire que les mitzvot, ça va pas être un prétexte à négliger les midot. Et en vérité, le Rav Chaim Vital, qui est l'élève principal du Harizal, qui a transmis tous les écrits du Harizal, l'explication de la Kabbale, du Zohar, nous dit pourquoi il n'y a pas dans les 613 mitzvot, il n'y a pas les midot, parce que c'est le basis, c'est la base, c'est le but, c'est le fondement de toutes les mitzvot, c'est les midot. Donc je peux pas négliger une mida pour faire une mitzvah, c'est pas possible, puisque le but des mitzvot, c'est les midot. D'accord? Voilà. Et ça va amener à un très beau midrash. Midrash, donc c'est le commentaire oral du midrash Tanchuma sur le Chumash, sur Shir HaShirim. Dans Shir HaShirim, c'est marqué dans le 8e chapitre, c'est marqué Mi yitnecha ke'ach li. C'est-à-dire, qui tu vas me donner comme frère? Oui. Le Klal Israël, il demande à Hachem, qui va être mon frère? Pourquoi? Parce que chez nous, dans l'histoire de l'humanité, ça a mal commencé avec les frères, comme vous savez. Caïn, il a tué son frère.
Après, Ishmaël, il a voulu tuer son frère, Yitzhak. Après, Esav, il a voulu tuer Yaakov. Après, les frères de Yosef, ils ont voulu tuer Yosef, ils l'ont vendu. Il faut arriver vraiment à Ephraim et Ménaché. D'ailleurs, c'est pour ça qu'on bénit Ephraim et Ménaché. Ouf, c'est deux frères qui se jalousent pas, qui s'aiment et tout, malgré tout le truc. Et vraiment, le summum, c'est arrivé à Moshe et Aaron. Et le Midrash, il dit qu'Hachem, il répond, qui je vais te donner comme frère, comme Moshe et Aaron. Parce que Moshe Rabbeinu, il faut savoir que dans cette histoire-là où il a été éprouvé par Hachem et qu'il a remporté l'épreuve, donc il a attendu jusqu'à la fin des 7 jours pour finalement y aller, quand il était sûr que ça n'allait pas porter atteinte à son grand frère. Malgré tout, Hachem lui dit, c'est bien, tu as gagné, mais du coup tu ne seras pas prêtre, tu ne seras pas Kohen. Parce que c'est Moshe Rabbeinu qui aurait dû être toute la lignée des Kohanim, qui servent au temple, etc. Et ça va être transmis à Aaron à Kohen. Et donc, on voit que Moshe Rabbeinu, malgré cela, n'en a pas voulu à Aaron, si on peut dire. Et pareil, Aaron n'en a pas voulu à Moshe Rabbeinu. Alors, c'est pas juste qu'ils n'en ont pas voulu, mais chacun, c'est marqué comme ça, s'est réjoui pour une joie profonde et sincère pour la grandeur de l'autre. Pour cette... alors, c'est pas la grandeur genre, je me la joue, on sait bien, Moshe Rabbeinu, il n'y a pas plus humble, Aaron aussi. Mais c'est cette responsabilité, cet honneur d'être le début, le germe de toute une lignée, soit de prêtres, soit de rois, d'accord? Voilà, c'est ça. Et c'est donc notre modèle de la hardoute, de l'amour qu'il y a entre deux frères, c'est Moshe et Aaron. Voilà, c'est ce qui nous permet, nous, après, d'être entre frères et sœurs, parce qu'ils ont fait ce travail-là. Ça veut dire, c'est terrible si on réfléchit. C'est-à-dire, s'il y a eu toute cette, sur des milliers d'années, qu'il a fallu arriver au travail des hommes, de ces grands personnages, de ces, je dis grands personnages, on n'a pas idée de leur grandeur, hein, de ces géants. Il a fallu tout ce travail pour arriver à rentrer dans la nature humaine. C'est à moi, oui. Bien sûr. Il y a aussi une casquette sur il y a une casquette sur le porte-manteau. On peut voir si ça te va bien. Oh, magnifique. Voilà. Ouais, donc bon, ça c'est matière à réflexion, qu'il a fallu tout ce travail pour arriver à rentrer dans la nature, cet amour fraternel entre frères et entre sœurs, etc., qui n'était pas apparemment quelque chose de naturel à la base. D'accord ? Voilà. Alors ça, c'était le premier point que je voulais partager avec vous. Et maintenant, alors justement, puisqu'on a compris que les midot, c'est tellement important, que ça passe avant tout et que c'est le but de toutes les mitzvot, alors on va commencer un petit peu ensemble. On va voir, je vais vous résumer quelques passages de l'Akdama, l'introduction du Sefer Orot Sadikim. Orot Sadikim, c'est le chemin des justes, très connu. Vous savez, il y a le top 3, on va dire comment on appelle ça là, le podium des 3 plus grands livres de Moussar, de morale juive, c'est Messiat Yesharim, c'est Sha'arei Tshuva et c'est Orot Sadikim. Sha'arei Tshuva, c'est Rabbeinu Yonah, d'accord, un peu après le Rambam, et Messiat Yesharim, c'est le Ramchal, il y a quelques siècles, et Orot Sadikim, Walou, on ne sait pas qui c'est, anonyme. C'est à l'époque des Rishonim, d'accord, du Rambam et tout. Enfin, je sais pas, avant, après, je sais pas exactement, puisque justement, on sait pas c'est qui, de toute façon, alors. Mais tellement il était humble, il a écrit un des livres les plus importants au monde, on sait pas c'est qui. C'est-à-dire qu'il faut le faire. C'est-à-dire qu'il marque pas dans le livre, je veux bien, mais bon, ça passe. Non, c'est pas passé, on sait pas, d'accord? Et donc, c'est ce Sefer qui va reprendre toutes les midotes, et là, on va partager ensemble, comme ça, en une petite heure ou deux, en un quart d'heure, 20 minutes, on va partager... Ça va, Mendel, t'es rassuré? T'as eu peur, hein? On va partager quelques brides de l'introduction. Premièrement, il nous dit, vous savez, dans la vie, c'est pas compliqué. Il y a 2 choses à faire. Yirat Hashem. Alors, je vais pas traduire la crainte d'Hashem. D'habitude, on traduit comme ça. Mais Yira, ça vient de roé, lirot, voir. C'est voir Akadosh Baruch Hu, c'est être lié à Hachem. Voir Hachem dans le monde, voir Hachem dans la vie, voir la gestion d'Hachem, voilà, c'est ça. C'est ça parce que crainte, ça craint, quand on dit ça craint, je veux dire, c'est pas. Ok? Donc ça, c'est la Yirat Shamaim.
voir qu'il y a un patron qui gère, qui crée, qui fait les choses, il n'y a pas de hasard. Et deux, eh ben, suivre le mode d'emploi, c'est les mitzvot. Voilà. Donc ça, c'est Shlomo Ameler qui a dit comme ça. Il a dit à Kol Nishma, tout est compris. C'est Shlomo Ameler, hein, on ne peut pas décrire. Et Elokim Yera, Vet Mitzvotav Shmor. Voilà. Vois Hachem, je préfère traduire voir que craindre. Vois Hachem dans tout et obéis à ses commandements. Ouais, il a donné le mode d'emploi. C'est lui qui a créé le monde. C'est pas à qui tu vas demander le mode d'emploi. Demande au créateur. C'est quand même plus simple, non? On va pas chercher midi à 14h. Voilà. Donc ça, c'est ce que nous dit Shlomo Ameler. Là-dessus, il nous dit le Orot Tzadik. Donc ça, c'est l'introduction au Orot Tzadik. Il dit voilà, première chose, on commence pas le travail des midot sans ça. Et on va en reparler à la fin. Oui. Deuxième, parce qu'on aurait pu dire, on peut travailler les traits de caractère sans la l'Irat Shamaïm, sans les mitzvot, après tout. Oui, on va faire de la sophrologie, de la psychologie, de l'hypnose, du coaching, et j'ai sans dénigrer, hein, je veux dire, c'est des techniques, et beaucoup de choses proviennent de la Torah, je veux dire, de toutes ces choses-là, les gens ont travaillé, approfondi, expérimenté, jusqu'à redécouvrir ce que la Torah nous disait déjà, voilà, il y a plus de 3300 ans. Bon, c'est pourquoi pas, oui. Au moins on l'a, au moins on l'applique, je veux dire. Donc, mais alors déjà, Shlomo Ameler, il dit, on peut pas s'en sortir sans ça. On peut pas, et on va en reparler à la fin. C'est quelque chose dont on doit se convaincre. Alors, premièrement, il dit, vous avez peut-être remarqué qu'il y a des gens qui sont mieux que d'autres. Ouais, vous avez remarqué ou pas? D'ailleurs, en passant, c'est intéressant de voir, quelles que soient les civilisations, les religions, les cultures, de regarder c'est qui les stars de ces cultures ou de ces religions, et de voir comment ils se comportent. D'accord? Si on voit que plus ça grandit en âge, en sagesse, en connaissance, en position dans ces cultures ou de ces religions, plus on voit des gens exceptionnels, alors c'est peut-être la bonne direction. Mais si on voit que plus on monte en âge, en position, en power, ouais, en poste, on voit que c'est Haletz, que c'est les plus dévergondés du monde, alors c'est peut-être pas la bonne direction. D'accord? Donc j'ai cité aucune religion, aucune culture, aucun pays, aucun président, aucun chi, rien du tout. J'ai rien cité. Hein? D'accord? C'est juste un principe général. Voilà. Donc, et lui il dit comme ça, très simple, Orot Tzadikim, on va se caler juste sur ce qu'il dit pour pas trop disperser. Il dit c'est simple, il y a une clé. Il y a un critère qui va faire qu'il y a des gens qui sont plus grands que d'autres. Oui. Après, on va rentrer dans le détail un peu. Hein. Et il dit, alors on est obligé de dire les mots en hébreu, parce qu'on traduit après en français, mais on ne peut pas remplacer la Shana Kodesh. Voilà. Et il dit, les ta'avot. Ta'ava. Ta'ava. D'accord? C'est les appétits, les envies, les trucs. Voilà. C'est les ta'avot. Celui qui gère ses ta'avot, il monte. Celui qui gère pas ses ta'avot, il plonge. Dive in, c'est ça, plonger? To dive in. Et dive in ou dive out, dive in. Ok, voilà. C'est comme ça, c'est tout. Voilà. Ça, c'est le premier point. Deuxième point, alors c'est intéressant. Comment ça marche les traits de caractère? Il nous fait un petit schéma, si je peux dire, extraordinaire. Il dit c'est simple, il y a 5 sens. 5 sens. Donc la vue, l'odorat, l'ouïe, le toucher et le goût. C'est le goût, c'est pour tout à l'heure. Vous pouvez aussi regarder aussi. D'accord? C'est les 5 sens. Ces 5 sens sont nos moyens de percevoir le monde extérieur. D'accord? Toutes les informations, elles arrivent par les 5 sens. D'accord? Bon, après, il y a le 6e sens, mais bon, c'est autre chose. Ça existe aussi, mais bon. Donc, voilà, les 5 sens, oui. Tout ça, ça va où? Ça va, Orot Tzadikim dit, ça va aux lèvres. Alors, je fais pas comme ça. Parce que si je dis aux lèvres, on va croire que c'est le cœur, the cœur. Boum, boum, boum. D'accord? Comment ils font là? Ouais, enfin, c'est pas le cœur là. Ça veut dire, c'est parce que dans la Torah, quand on dit que toutes ces informations vont aller au cœur, en fait, on va parler de l'intelligence de la personne, mais on va dire pour nous, pour expliquer un peu, intelligence émotionnelle. Ça, on va être, en fait, c'est le centre névralgique, c'est le QG. Le QG, c'est le cœur. Oui, évidemment, c'est lié à l'esprit, la tête, le cerveau, le machin, mais c'est le cœur. Ok. Et ça, et le cœur, c'est quoi? Il dit, c'est le siège des traits de caractère.
Donc ce serveur-là, il ne faut pas que je fasse ça parce que ça vous induit en erreur. Je fais là, si vous voulez, le cœur. Voilà. Donc, comme le corps dans les ordinateurs, là, 4 cœurs maintenant. Avant, il y avait... C'était maintenant 4 corps. Maintenant, on aura des ordinateurs 8 corps, 8 cœurs, d'accord? Donc, c'est le siège des traits de caractère. Donc, toutes les perceptions qu'on a du monde passent par cette espèce de plateforme qui est le siège de tous les traits de caractère. Ok? Et du coup, c'est comme ça que ça va interagir. Ça va développer, dans un sens bon ou moins bon, nos traits de caractère. Ok? Et par les perceptions qu'on a du monde. Ouais, c'est ça. Voilà. Alors maintenant, une personne, après il nous dit autre principe. C'est une introduction, hein, donc c'est que des gros principes généraux. Après, il y a tout le livre pour faire toutes les midotes. Autre principe général, il n'y a pas de plat. Contrairement aux traits de caractère, il n'y a pas de plat. Ou on monte, ou on descend. C'est tout, il n'y a pas. Soit quelqu'un, il monte, il voit, il réussit à dominer, à améliorer ses traits de caractère, à s'affiner, sa personnalité, à contrôler. Ça, avant, j'arrivais pas à contrôler. Maintenant, je le contrôle in the pocket, dans la main, d'accord? Ou ça dégringole, j'arrive plus, je perds de contrôle. Allez, au tour de contrôle, je me crache. Ouais. Soit c'est monte, soit on descend. Mais il n'y a pas... On peut pas rester comme ça. C'est comme ça. D'accord? Alors, il faut choisir. On monte ou on descend. Voilà. Ça, c'est le deuxième principe. Troisième principe, on oublie tout jugement. Vous allez voir pourquoi. On oublie tout jugement. Alors il va donner des exemples dans la vie, des gens qu'on peut rencontrer, ou de nous, ouais. Et en même temps, ça va être une occasion de voir c'est quoi les star midot. Il y a les start-up et les star midot. En fait, c'est quoi les midotes principales, on va dire? Alors, il dit, je le fais vite, il dit, il y a ceux qui se mettent tout le temps en colère. Ouais. Ils se mettent même en colère sur le tournevis, même sur, je sais pas, la porte qui s'ouvre pas. Il crie sur la poignée. La poignée, elle n'entend pas, hein, je veux dire, mais il crie sur la poignée, etc. Donc, il y a celui qui s'énerve tout le temps. Et il y a celui qui s'énerve, il dit jamais, une fois tous les 3 ans. C'est un cycle. D'accord? Donc voilà, et ça c'est, on voit, il y a des gens comme ça, d'accord? Il y a des gens qui sont orgueilleux ça sort de partout, et il y a des gens humbles comme ça, qui sont tranquilles, voilà. Il y a des gens qui ont des appétits, on va dire, comment? Alors avant matériel, il y a des appétits bestiaux, enfin physiques, etc. Que ce soit la nourriture, ou le reste, d'accord, on n'en parle pas. Qu'ils sont jamais rassasiés. Et il y a des gens ils mangent un peu, ils font un peu ci, un peu ça. C'est bon. Les besoins du corps sont vraiment à leur minimum. Et il est bien, ça lui manque pas, ça va, ça se passe très bien. On voit, il y a des personnes comme ça, bon, on va pas peut-être voir tout à l'heure, mais il y a des gens, ça, on sait une assiette, ils prennent trois petits pois, un bout de poulet, un truc, c'est bien, et l'autre, c'est une assiette comme ça, une deuxième comme ça, une troisième comme ça. T'as l'impression, tu dis, mais ça où? Voilà, bon, c'est un ex qui vous parle, un ex. D'accord? Bon, après, ça se travaille, voilà. Mais, on va voir. On a dit, faut pas juger. Ensuite, donc, toujours dans les top midot, il y a l'argent, le matériel. Il y a des gens, ils ont une soif de possession matérielle insatiable. Et il y en a, ce qu'il faut, c'est bon. J'ai une écharpe, j'ai besoin de 5 écharpes. J'ai une paire de chaussures, 2 paires de chaussures, ça suffit. J'ai un appartement, pas besoin de 50 appartements, etc., etc. Voilà. Voilà. Donc, on voit un petit peu que c'est quoi les star midot. On a dit c'est la colère. D'accord. Ensuite, qu'est-ce qu'on a dit? Comment? L'orgueil, bravo. Ensuite, hein? Oui, ça c'est le truc général. C'est les appétits, et après les appétits matériels. Voilà, c'est les stars, d'accord? C'est les 4 piliers. Ok. Maintenant, après aussi, il y a les autres un peu. Il y a des gens très tristes, il y a des gens très gais, il y a des gens radins, il y a des gens généreux, il y a des gens qui ont pas de force mentale, il y a des gens qui ont de la force mentale, il y a des gens cruels, il y a des gens miséricordieux. Ça, c'est voilà, c'est le deuxième catégorie, parce qu'il est dit en 3 mots. Alors que les autres, il a mis 3 phrases, je vous ai résumé, mais voilà.
C'est la deuxième catégorie. Donc on voit qu'il y a des midotes qui sont plus influentes que d'autres. Ça à retenir aussi. D'accord? Dans les priorités de travail. Voilà, ça c'est un troisième ou quatrième point, je ne les ai pas comptés. Point suivant. Pourquoi il ne faut pas juger? Parce que d'où viennent ces midotes? Il y a 4 sources. 1, 2, 3, 4. Première source, innée, sortie d'usine. C'est le teva. D'accord? C'est pas la peine de se la jouer. Si depuis qu'on est petit, on est calme, posé, ça, mais t'es né comme ça. D'accord? Après, il faut développer, il faut augmenter, il faut connaître ses points forts et les travailler et tout. Parce que forcément, on attend plus de quelqu'un qui est né déjà très calme. D'accord? Faut pas, voilà. En plus, on a dit au tout début que c'est où ça monte, où ça descend. Donc, si il n'entretient pas, il travaille pas, ça risque de se diminuer. Évidemment, si quelqu'un il part très très haut, de très 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 calme, même s'il se dégrade un peu, ça sera encore pas mal, oui. Mais c'est dommage, parce qu'il aurait pu continuer à monter encore beaucoup plus haut. Voilà. Donc, il y a un inné. Inné. D'accord? Sortie d'usine. Teva, c'est la nature, c'est dans ses ADN. Gratos, offert. Ok? Deuxième source de traits de caractère, c'est prédisposition. Il dit, c'est des traits de caractère que je pourrais acquérir beaucoup plus vite que n'importe qui. Prédisposé. Je les ai pas en sortie d'usine, donc je vais pas les voir chez le petit enfant, mais très vite, adolescence, waouh, celui-là, dis donc, waouh. Voilà. Mais, encore une fois, je peux pas juger, parce que peut-être qu'ils les avaient en prédisposition. Vous savez, c'est déjà, quand des fois vous achetez l'ordinateur, il y a déjà des logiciels, il faut juste les mettre en... Il y a des logiciels qui sont déjà installés. Et il y en a, vous avez le je sais pas quoi, là, le truc, hein? Setup. Voilà, il faut juste le mettre installé, mais il est dedans l'ordinateur. Voilà, ça c'est la deuxième, ça je n'ai pas pensé, c'est pas mal comme image. La troisième catégorie, ça va être téléchargé. Voilà, exactement. Alors je dis qu'il y en avait 4, parce que la 3, on la coupe en 2. On la coupe en 2. Hein? Il y a la mise à jour aussi. Alors, voilà, ça après il faudra faire une mise à jour. La troisième catégorie, donc première, innée. Dans la machine. Deuxième, préinstallé. Je l'installe. D'accord? Je vais être plus prédisposé. Troisième, walou. Pas d'inné, pas de prédisposition. Je suis neutre vis-à-vis de ça. Il n'y a pas. Il n'y a pas dans la boîte. Il n'y a pas dans la boîte. Oui. Mais je vais l'apprendre. L'éducation, les enfants, les parents, les voisins, le patron, le copain, l'école, je ne sais pas ce que vous voulez. Le tonton, la tata. Je vais apprendre des autres des bonnes choses. Évidemment, tout ce qu'on a dit là pour le bon, c'est aussi pour le mauvais. Hein, d'accord? Ok. Les points forts, les points faibles, évidemment. Donc ça, je vais l'apprendre des autres. Et la quatrième catégorie, qui est donc une sous de la troisième, c'est installation. Comme on a dit, je vais le prendre de l'extérieur. J'avais aucune prédisposition, mais c'est mon libre choix. C'est moi. J'ai pas appris des autres. C'est moi. Je suis allé chercher ce truc-là. Évidemment, je veux dire, j'ai lu un bouquin, j'ai entendu une histoire et trucs, mais personne ne m'a fait le tuto. Je me suis débrouillé, je suis allé la chercher. D'accord? Donc on répète les 4, inné, prédisposition, acquise des autres ou acquise tout seul. Voilà, facile. C'est pour ça qu'on peut pas juger. On peut pas juger. Parce que si je vois quelqu'un, il est à ce niveau-là de tel mida. Oui. Mais peut-être qu'il est né au-dessus, il a fait que se dégrader. Alors qu'il est mieux qu'un qui est parti très bas et qui est monté. Donc je ne peux pas juger. D'accord? Voilà. C'est aussi une façon de ne pas non plus se culpabiliser. C'est bien des fois un peu de faire le point, de se dire, attends, il faut que tu te bouges et tout. Mais des fois, il y a une culpabilisation qui est immobilisante. C'est se dire, je suis pas normal, c'est pas possible. Je veux dire, c'est... J'arrive pas à contrôler ça, je vois tout le monde y arrive, moi j'y arrive pas, donc je suis un sous-homme, je sais pas, ou une sous-femme, je sais pas, ou une sous-tasse. Non, je veux dire, t'inquiète, de toute façon, Kadosh Baruch Hu, il va donner à chacun les moyens de travailler, il faut pas s'inquiéter. Donc des fois on part très très loin, des fois on part très haut, on dit que le roi Shaoul, il est né déjà, après il a travaillé dans sa vie évidemment, mais il était une tête de plus que les autres physiquement, mais aussi... au niveau des midot, il avait des midot extraordinaires. On voit que, par exemple, à David Améler, qui va lui succéder après Shaoul, lui, c'est le contraire. Il était sous le Adomi. Il était la même mida que Esav. Il était rouge, d'accord? Il était comme ça, une cruauté.
incroyable, mais il a soumis cette cruauté, etc. Donc on voit qu'Akadosh Baruch Hu, il va donner. Donc ça, c'est les 4 sources des traits de caractère des midot. Là-dessus, le coup de la cuisine, on a déjà dit. Ensuite, il dit attention, les midot, pourquoi on les appelle des midot? Parce qu'elles ont une mesure. C'est un peu de ça, pas trop de ça, etc., etc. Alors, c'est quoi, rapidement comme ça? Rapidement, non, il ne le dit pas tout de suite, je vais le regarder dans l'ordre. Je vais regarder dans l'ordre. Ouais. Oui. Il dit, voilà, alors on reprend la recette de cuisine. Oui. Dans un dafina ou un tchunant, il faut beaucoup de quoi? Hein? De blé. D'huile. Tunisien. Quoi? Alors, si on est riche, moi je dis beaucoup de viande. D'accord? Je suis désolé, Nora, désolé. Si on est riche, beaucoup de viande. D'accord? Si on est pauvre, beaucoup de pommes de terre. Si on est à moyen, beaucoup d'haricots verts et de blé, je sais pas quoi. Voilà. Donc il y a des midot, il en faut beaucoup. Alors il dit, qu'est-ce qu'il faut beaucoup, par exemple? Il faut beaucoup d'humilité. Ça, vous pouvez y aller. Mettez dans la marmite. Mettez de l'humilité. Voilà. Par contre, ce qu'il faut mettre vraiment comme du sel, c'est l'orgueil. La gava. Des fois, il faut un tout petit peu. D'accord? Et voilà. Et chaque mesure, chaque mida, on va pas le faire ici, ce serait trop long, mais chaque mida, il faut savoir qu'il y a des moments oui, il y a des moments non, il y a des situations oui, il y a des situations non, des fois il faut un peu, des fois il faut beaucoup, voilà. Il y en a comme l'orgueil et la colère, c'est rarissime. Alors la colère, pardon, je m'excuse, la colère, il dit c'est zéro, il n'y a pas, ça n'existe pas, il n'y a pas. Il dit même là où on serait raouille, on serait apte à être en colère, il ne faut pas être en colère, voilà. Même là où c'est justifié, il ne faut pas être en colère, voilà, chlet, il n'y a pas. Il a juste droit de faire semblant des fois pour mettre un peu de crainte, je sais pas, sur tes enfants et tout, mais pas à l'intérieur. Tu fais un peu style, oh, ça suffit, voilà. Mais c'est tout, d'accord? Voilà, ça c'est la colère. L'orgueil, voilà, l'orgueil il faut 1/8, c'est un petit chouïa, comme ça pour quand même, hein, d'accord? Voilà. Maintenant, les autres, il y a des midot, voilà, ça c'est les dosages. Point suivant, il nous dit, quand on n'a pas le bon dosage, bon, déjà, ça fait pas le bon plat, on est d'accord, mais lui, il va comparer ça aux maladies. Il y a des gens qui sont malades physiquement, que Dieu préserve, d'accord, donc les organes ne fonctionnent pas comme il faut, et ça va créer tous les désordres que ça peut créer, les désordres physiologiques, etc. Et il dit, il y a, de la même façon qu'il y a les maladies du corps, il y a les maladies de l'âme, relé à nefesh. C'est la maladie de l'âme. C'est quoi la maladie de l'âme? Pas our, hein, âme. C'est quoi la maladie de l'âme? C'est que quelqu'un, il va arriver à laisser ses mauvaises midotes augmenter, ne pas travailler ses bonnes midotes, puisqu'on a dit qu'à la base, il y a forcément des sorties d'usine et des prédispositions sympathiques. Et il y en a aussi qu'il faut travailler. Attention. Eh bien, si quelqu'un, il se laisse aller à la nature des choses, forcément, il va agrandir les mauvaises, il va diminuer les bonnes, et donc il va faire une sorte d'inversion. Il dit, c'est comme si quelqu'un, quand il prend du miel, et il trouve que c'est piquant, et quand il prend du piment, il trouve que c'est doux. Vous voyez, je sais pas s'il y a une maladie qui existe comme ça, physique, mais il dit, dans la maladie du nefesh, c'est à ça que ça revient. Il inverse. Ce qui est bien, il le voit mal, et ce qui est mal, il le voit bien. Il va finir par, entre guillemets, s'éloigner de plus en plus des bonnes choses, des bonnes midotes, et être attiré par les mauvaises choses. Il va attirer par la violence, par le ci, par des choses... bon, je vais pas dire, vous avez compris, ok? Surtout de nos jours. Avant, il fallait dire. D'accord? Mais maintenant, avec les médias, voilà, tout ce qu'on voit, il n'y a pas besoin. Hein, tout le monde a vu... combien on a vu de gens étripés dans notre vie? Ouais, prenez quelqu'un de 20 ans. Combien il a vu d'étripés dans sa vie? Oui? Des milliers, des millions. Moi, à mon époque, quand j'avais 20 ans, on en avait vu peut-être 2 ou 3, et encore.
Parce qu'à la télé, il y avait le carré blanc pour les petits, il y avait le machin, et il y avait 3 chaînes, un film par semaine. Donc pour voir un étripé, il fallait se lever de bonne heure. C'était très rare, d'accord? Et en plus, ça passait pas trop. Maintenant, je sais pas, ça s'éclate, quoi. Je veux dire, ça gicle sur la caméra, je veux dire, on y va. Bon, et que ce soit pour ça, le sang, la violence, les mœurs, la tromperie, le vol, le mensonge, on s'éclate, je veux dire, voilà. Donc, on est imbibé de ça. Donc, on n'a pas besoin d'un topo sur c'est quoi ce qui est mauvais et c'est quoi ce qui est bon. Mais bizarrement, il y a des gens, ils vont vers ça. Ils vont vers ça, ils sont attirés par ça. Et plus on va vers ça, plus on est attiré par ça. Et plus on trouve ça, c'est fun, oui. Et après, il y a même des gens, Chazéchom, ils passent à l'acte. Ils passent à l'acte, d'accord? Je me souviens, il y a quelque temps, dans les informations, j'ai vu, il y a deux types aux États-Unis, ils ont tué un jogger. On leur a demandé pourquoi. Ils ont dit, on voulait voir ce que ça faisait. Parce qu'on avait vu, on a vu en virtuel, on voulait voir en réel ce que ça fait. Voilà. Ça paraît fou, oui. Mais c'est qu'à un moment, la personne, il y a personne sur Terre qui dit, moi, je fais le mal. Ça n'existe pas. D'accord? Je ne vais pas développer ça, c'est tout un sujet. Ça veut dire que pour eux, c'était bien de voir. Dans la vie, il faut être open, il faut être curieux, quoi. Il faut faire des expériences. C'était bien de voir, ça vaut le coup de tuer quelqu'un pour voir ce que ça fait. C'est bien, parce qu'ils vont pas dire je fais quelque chose de pas bien. Alors si je vais le dire quand même. Il y a un bouquin, Carnegie, d'accord? Un grand psychologue. Ceux qui veulent, vous pouvez l'avoir en PDF. Le fois chez les mains, les Shana Bat Sinda. Shana Bat Linda. Betor Shah, Cholim Shkla Israël, Bezat Hashem. Voilà, ceux qui veulent le livre en PDF, Yosef Moshe, je vous l'envoie. Attendez, non, 2 euros. Gratuit? Non, 2 euros. C'est l'inflation. Là-bas, ce grand psychologue américain qui a beaucoup de choses. Il est allé dans les prisons de Sing Sing, je sais pas quoi, là, les pires prisons où ils ont tué leur père et leur mère pour aller interviewer les gens. Il a interviewé la planète entière. Et là-bas, le directeur, quand il est arrivé, il lui a dit, sachez une chose, vous allez interviewer tous ces gens-là, ils vont tous vous dire qu'ils ne feraient pas de mal à une mouche et qu'ils ont été poussés par ceci, par cela, et ils sont clean. Vous verrez personne qui va... Voilà. Bon, c'est un sujet en soi-même. En tout cas, c'est ça, Cholé Hanefesh, c'est quand quelqu'un, il a laissé se dégrader les bonnes midotes, il a laissé augmenter les mauvaises midotes, on a dit où ça monte, où ça descend. Et donc, il arrive à des inversions complètes dans le monde. Il est à l'envers. Il est complètement à l'envers. D'accord? Comment on se redresse? Parce qu'on est tous un peu à l'envers, parce qu'on est influencé, il faut savoir. Comment on se redresse? C'est facile. Évidemment, oui, le rabbin il va nous dire, faites la Torah, soyez religieux, c'est normal. Eh bien, c'est la Torah, écouter les rabbanim et suivre la Torah, c'est tout. Voilà. Et voir Hachem. La crainte d'Hachem, comme on dit, crainte. Voilà. J'ai presque fini. Il dit, qu'est-ce qui va empêcher les gens de faire ça? Alors, admettons que quelqu'un... Ok, j'ai compris, il y a la Torah, il y a les rabbanim, ok, je vais étudier, je vais leur poser des questions, ok, je vais faire le travail. Allez, je vais faire le travail. Vous m'avez convaincu, je vais faire le travail. Qu'est-ce qui pourrait faire qu'il n'y arrive pas? Premièrement, c'est qu'il ne sait pas ce qu'il faut travailler. S'il ne se connaît pas lui-même, et ça je ramène à d'autres cours qu'on a fait ensemble, s'il ne se connaît pas lui-même, on a fait le cours la semaine dernière, enfin c'est juste des petits flashs comme ça, évidemment, on n'a pas tout expliqué, eh ben il ne sait pas ce qu'il faut travailler. Donc il faut être capable de se connaître. Ça c'est un. D'accord? Et deuxièmement, il y en a un, il se connaît, il sait ce qu'il faut travailler, mais il n'a pas la pêche, il a la flemme, il a la tzlout. Voilà. Donc il faut, pareil, il faut essayer de se motiver. Troisième point qu'il faut avoir, c'est la constance. C'est la constance. D'accord? La fameuse goutte d'eau qui a percé le rocher de Rabbi Akiva. Le Rassaïm donne une très belle image qui est ramenée de Michelet du roi Salomon, qui dit c'est comme quelqu'un qui va d'une ville à une autre ville, mais il est tout le temps en train de changer de direction. Can you close the door, please? Thank you very much. So nice. C'est quelqu'un, il se trompe de dire. Alors il fait Paris-Marseille, puisque il faut que je coupe là parce qu'on va écouter Michael. Quelques minutes, ne vous inquiétez pas. Donc il veut faire Paris-Marseille. Alors il faut faire la A4, c'est ça? Oui. A6, je sais plus. A4, non, A4 c'est l'Est. Bon voilà, il commence à prendre la A4. Après il prend la A5. Après il prend la A6. Après la A8. Après la A10.
Et il va finir par tourner en rond. A6, c'est A6, d'accord? Donc il faut continuer dans la même direction. On peut un petit peu à droite, un peu à gauche, allez vas-y, Dijon, machin, ce truc. Mais à un moment, il faut que tu ailles vers le sud. C'est le minimum. Si tu vas... Et donc là, c'est la constance. Il y a des gens, ils n'arrivent pas à suivre. Ils n'arrivent pas. Nous, on voit, c'est les salles de gym, elles vivent de ça. Les gens, ils s'inscrivent, ils vont 2-3 fois, et après, c'est fini. L'abonnement, il est pour 1 an minimum, et c'est tout comme ça. D'accord? Nous aussi, ici, il y a cours de yoga, il y a cours de théâtre, il y a cours de boxe. Il y a eu comme ça un gros engouement au début, j'en profite là, pour... Et puis après, hop. Constance, d'accord? Voilà, ça, c'est le point suivant. Dernier point, j'ai fini. Enfin, presque. Non, 2 petits, je l'ai fait très vite. Il compare la crainte du ciel, comme on a dit, j'aime pas ce mot, la yirat shamaim, de voir Hachem dans le monde, il le compare au fil qu'il y a dans un collier qui renie toutes les perles. Si on enlève le fil, on perd toutes les perles. Ça veut dire que si quelqu'un, il a travaillé ses midotes, il avait son acquis, il avait ses prédispositions, il a bossé, il a avancé, on en a vu des comme ça. Mais à un moment, je veux dire, il n'y a pas quelque chose qui est au-dessus, d'accord? À un moment, le corps, il reprend le contrôle, et vas-y, ça repart de l'autre côté. Il faut qu'il y ait quelque chose au-dessus. Il faut qu'il y ait une autorité qui soit au-dessus. Sinon, ça part en cacahuète tôt ou tard. D'accord? On voit des gens, 20 ans, 25 ans, 30 ans, 35 ans, c'est pas mal, c'était pas mal. Et après, ça commence à... Qu'est-ce qui se passe? Ça se dégrade, ça part en 50 ans, c'est une carpette. Qu'est-ce qui s'est passé? D'accord? C'est pas... Parce qu'il fallait quelque chose qui est au-dessus. Et dernier point, attention, il donne une image. Des fois, on a un tonneau. Vous avez un tonneau. Vous mettez du bon vin dedans. Mettez du bon vin. C'est génial, enfin, pour ceux qui aiment le vin. Oui. Mais imaginez qu'il y a un trou en dessous du tonneau. Ben, on perd tout le vin. Donc, on ne peut pas remplir. Oui. Il faut savoir qu'il y a certains traits de caractère qui sont comme des trous dans le tonneau. Il dit l'orgueil, par exemple, c'est une catastrophe. Il dit même quelqu'un, si il est grand en Torah, il a des connaissances, il a trouvé, mais il a l'orgueil, il peut tout perdre. D'accord? Il est à vote aussi. Les appétits, phrase de shalom, quelqu'un peut avoir des connaissances, puis des appétits, hop. Il y a des choses qui peuvent, c'est plus facile de détruire que de construire. Voilà ce que je voulais partager avec vous. Bezrat Hashem. Moi-même, sachez que je réécoute, c'est pas mes cours, hein, c'est des cours, voilà, c'est le Siftei Chaim, c'est Orot Sadikim. J'assure, je les réécoute plusieurs fois. Je me les apprends. Je veux dire, là, je vous parle à vous, je me parle à moi aussi. Je dirais, c'est comme ça, c'est pas parce que j'ai lu le livre avant et que je vous dis que moi, ça y est, je suis bon, ouais, vas-y. Non, je réécoute. Il faut les réécouter plusieurs fois. Ils sont sur tous les réseaux. Il faut réviser tous les ans, régulièrement, parce que c'est la seule façon de travailler. Maintenant, on écoute Michael, ici présent. Alors, quand Michael arrive, attention, publicité pour les ateliers d'hypnose thérapeutique. Ce ne sont pas des shows, ce n'est pas des spectacles d'hypnose. Voilà, donc avec Kelly, régulièrement, suivez les publications et les annonces. D'accord, il y a eu un très bon atelier hier soir. Et les gens étaient contents parce que j'ai demandé si c'était bien ou pas, hein, je me suis permis. Et ils m'ont dit que c'était super. Donc, je vous engage à suivre les publications. Michael, on t'écoute. Combien de temps on lui donne? Ça durera pas longtemps, je vous rassure. Ok. Écoutez, bonjour à tous. Avec la permission du Rav Parsi, avec votre permission, donc je vais échanger quelques mots avec vous. Cet entretien qu'on a eu en fait pour la genèse de comment c'est arrivé, tout simplement hier, je suis venu voir le Rav pour lui faire un coucou. Il m'a dit, vu que tu es là, demain je fais un cours, est-ce que tu veux parler 5 minutes au public? Bien sûr, j'avais dit non. Et puis après, mais bon, il a sa manière de faire qui fait que, en fin de compte, il se retrouve quand on dise oui, forcément. Voilà, ok. Et donc voilà. Alors, pour reprendre un tout petit peu sur ce trait de midot, en fait, de caractère, j'avais posé la question à mon Rav, j'ai fait, mais Rav, comment on peut faire un entretien? Parce que dans ma vie, j'ai eu à faire 2 entretiens assez importants. Et j'ai fait, comment on peut faire un entretien, être au centre des gens, du regard des gens, et en gardant la mida de l'humilité. Et là, il me dit, c'est très bien. Il me dit, en fait, tout dépend de ton intention
l'intention de ton entretien. Où est-ce que tu veux aller? Et en fin de compte, il s'avère que l'entretien que le Rav me demande aujourd'hui, et les entretiens qui ont servi aussi avant, servaient à montrer un tout petit peu, non pas l'exemple, ça serait de l'orgueil, mais de dire, mais regardez, comment quelqu'un qui a fait tchouva, parce que c'est mon cas, qui est parti de rien du tout, a pu arriver à un petit niveau de religion. Petit niveau de religion, il y a bien sûr beaucoup plus grand que moi, grâce à Dieu, hein, heureusement. Et donc voilà. Donc effectivement, en fait, le seul truc que je vais vous inviter à faire une fois, c'est de regarder un tout petit peu toutes ces mitzvot. Il y en a 613. Un jour, on avait posé la question à un rabbin, on lui a dit, mais pourquoi il y a autant de mitzvot? Pourquoi il y a 613 mitzvot? Et ce rabbin, il avait dit, ben, en fait, c'est pour te donner la chance d'en faire une seule bien une fois. Je fais, waouh, c'est quand même assez incroyable. Mais pas toutes les mitzvot sont égales. De toute façon, on ne connaît pas le salaire des mitzvot, hormis deux, c'est de respecter ses parents et d'éloigner la mère d'un nid pour récupérer les œufs. Ça donne une longue vie, mais c'est les deux seuls salaires qu'on connaît sur les mitzvot, les autres on ne les connaît pas. Et là où je voulais en venir, c'est que d'analyser les mitzvot pour savoir, en fait, par exemple, commencer par des petites mitzvot. C'est-à-dire que j'ai discuté avec un collègue aujourd'hui. Je lui dis alors, où est-ce que tu en es de ton parcours et tout? Est-ce que tu portes les téphilines, tzitzit? Bah, regardez, il me dit, c'est quoi? Non, je rigole. Il n'a pas dit ça. Il a juste dit, non, je ne porte pas le tzitzit et tout. Il me fait, mais avant, je portais le tzitzit katan. Ce qui m'embête, c'est que les fils, en fait, ils pendent et ça se voit. Et ça m'embête vraiment énormément. Je dis, mais tu sais que moi, je le porte, ce tzitzit katan également. Il me fait, ah ouais, mais ça se voit pas. Je dis, non, ben, pas tout simplement parce que la halakha nous autorise à rentrer les fils dans la poche qui sont sur les côtés. Ce qui fait que le tzitzit katan, tu peux le porter à n'importe quel moment. C'est un habit comme un autre. Tu fais la mitzvah, ça se voit pas, ça ne se gêne pas, et au final, tu as gagné une mitzvah. Bravo, kol hakavod, t'as géré. Donc voilà, pour le Shabbat, c'est exactement la même chose. Le Shabbat, quand ça met, j'ai eu un gros problème avec mon métier par rapport à Shabbat. En fait, c'était impossible à faire, impossible. Dans un... Ils veulent savoir ton métier. Forcément. Tu vas y arriver là. Ouais. En fait, chez les pompiers, c'est un peu compliqué de respecter le Shabbat. C'est même très difficile en fonction des différents corps dans lesquels on est. Et moi, c'est limite, ça relève du miracle ce qui s'est passé, clairement. Parce que je t'en parlais, je disais, mais j'ai du mal. C'est vrai que c'est compliqué avec le travail, puis quoi en effet, bon... Marloquette et tout, c'est vrai que c'est très compliqué de mettre en avant ce truc-là. Et en fin de compte, je sais que j'ai eu cette demande, un Shabbat justement, cette demande à Hachem en direct quasiment, où j'ai dit, mais voilà, il faut que maintenant j'arrive à faire Shabbat. Il le faut. Il n'y a plus le choix en fait. Maintenant, il faut que j'arrive à faire Shabbat. Le miracle étant... Avant ça, je peux préciser? Vas-y, je t'en prie. C'est que pendant combien de temps, enfin on n'a pas besoin de savoir le chiffre, mais... Tu faisais le maximum. Tu faisais tout ce que tu pouvais faire. C'est pas genre, c'est ou tout ou rien. Comme tu as dit, il y a des pas. Alors, pompiers, il y a des pompiers bénévoles je sais pas, à Orléans, mais il y a pompiers de Paris. C'est pompiers de Paris, c'est militaire. C'est autre chose, d'accord? Donc, c'est 4 jours on travaille, 4 jours on est de pause et on ne peut pas choisir, etc. Et donc, Michael, il faisait tout ce qu'il pouvait, m'aider chercher des trucs. Là, je fais comme ci, je fais comme ça. Là, je vais pas. Là, je m'arrange le truc. Voilà. Et là... C'est... Dans la démarche, par exemple, je me rappelle des fois où je travaillais Shabbat à la caserne, je faisais en sorte de ne pas prendre le téléphone sur moi. Un premier pas. Deuxièmement, je faisais en sorte de ne plus toucher les lumières à la caserne. Alors les gens, des fois, ils me disaient, mais qu'est-ce qui lui arrive? Il n'allume pas, il se colle contre le mur, voilà. Mais je faisais ce truc-là. Et je me rappelle après, j'employais le mot, je passe en mode Shabbat. C'est-à-dire que j'arrivais à la caserne, j'étais en mode Shabbat de garde. Et quand l'intervention sonnait, ben là, j'acquittais l'intervention. Je partais, donc je démarrais le véhicule, je partais en intervention. Et quand je revenais, clac, je refermais le véhicule, je repassais en mode Shabbat quand j'étais de garde.
Grâce à Dieu maintenant, avec l'aide de beaucoup de mes collègues de la caserne, on arrive à permuter les jours, ce qui fait que j'arrive à faire les Shabbats totalement à 100%. Donc voilà par rapport à ça. Mais vraiment ce que je voulais vous dire, parce que des fois, ça me fait penser à Hillel et Shammai, quelqu'un qui était venu les voir, alors peut-être que je ne vais pas raconter l'histoire comme elle est réellement, mais en fait il y a quelqu'un qui était allé voir le Rav Shammai et qui lui avait dit, voilà, j'ai envie de me convertir au judaïsme, qu'est-ce que je dois faire? Et le Rav lui disait, bah voilà, en fait, il faut que tu respectes Shabbat, la cacheroute, les 3 prières par jour, à Shabbat 4 prières par jour, et Yom Kippour 5 prières par jour. Et là, la personne, elle s'est totalement découragée de voir tout ce qu'il y avait à faire. Et il va voir le Rav Hillel et il lui dit, Rav, j'aimerais bien me convertir au judaïsme, qu'est-ce que je dois faire? Et le Rav, il commence à lui dire la même chose, il lui dit, voilà, il faudrait que tu fasses Shabbat, Il fait, bon, vous savez quoi? On arrête la liste. Et on commence à partir de maintenant, je commence par ce truc-là et on verra la suite. Et petit à petit, ça se fait. Là où vous voyez que c'est inaccessible, compliqué, moi je vous conseille, comme le Rav vous conseille également, de commencer petit à petit, des petits trucs. Et vous allez voir qu'en commençant ces petites choses, mais vraiment, c'est pas pour faire style, mais les portes, elles s'ouvrent de partout. Et j'en suis la preuve vivante de ce truc-là, réellement. De toute façon, je ne vais pas vous retenir plus longtemps. Merci de m'avoir écouté pour cette petite intervention. Et je vous souhaite bon appétit. Bon, voilà. Alors, bon, il n'y a pas d'annonce parce qu'il est tard, c'est bon. Vous regardez sur les groupes WhatsApp, vous regardez sur les réseaux. Le buffet est prêt, Chana? Oui. Non. Alors on est en train de faire on est en train de courir après le poulet, ne quittez pas. Ça tombe, c'est pas de faute. Bon, c'est presque prêt. Alors si vous voulez, on va replier un peu les chaises, on va les entasser un peu par là. Et ouais.